Bonjour, bienvenue à tout le monde pour cette rencontre engagée de la métallurgie qui va s'intéresser aujourd'hui à la frustration salariale et aux éléments variables de rémunération, les primes. On est ravis de vous avoir avec nous. On sait qu'il y a des personnes qui sont aussi connectées en ligne. Je profite pour dire à ces personnes qu'elles peuvent poser des questions dans le chat et qu'on les relaiera. On essaiera d'y répondre ici. Je m'appelle Léna Cariclé, je travaille au sein du cabinet Syndex, particulièrement sur les questions de rémunération, mais aussi d'égalité professionnelle. Je suis accompagnée aujourd'hui de Stéphane Massiag, qui est secrétaire général de la FG2M CFDT, qui était avant secrétaire national sur les sujets de rémunération et de protection sociale. Donc en plein dans le thème. On va pouvoir vraiment avoir ta vision de spécialiste du sujet. Merci beaucoup d'être là. Et on est aussi accompagné de Élise Penalva-Hichet, qui est sociologue et professeure des universités en sociologie à l'université de Paris-Dauphine et chercheur à l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, qui est un centre qui est spécialisé dans les articulations et les transformations des régulations publiques et privées du capitalisme. Dans ce cadre, tes travaux interrogent la manière dont les outils de gestion, les primes, les entretiens d'évaluation, mais aussi les dispositifs RSE, structurent les relations de travail, les trajectoires et les attentes de salariés. Autrice du livre La frustration salariale, à quoi servent les primes, qui est au centre de cette rencontre, qui explore les effets ambivalents des rémunérations variables sur la motivation, la reconnaissance et le sentiment d'injustice. Merci beaucoup d'être là. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par donner la parole à Élise Penalva-Hichet pour nous présenter un petit peu ton livre, nous dire quels éléments on en retient. Voilà, on te laisse la parole. Merci. Merci pour l'invitation et pour me donner l'occasion de présenter un petit peu mon travail. Alors, effectivement, moi je suis sociologue, mais une sociologue de l'économie. Et là, c'est un sujet de travail. Donc, je vais peut-être vous dire comment j'en suis arrivée à étudier les salaires et surtout les primes, enfin les rémunérations au sens large. Parce que ce n'est pas un objet évident en tant que sociologue de l'économie. C'est vrai que les salaires et les primes, c'est pas quelque chose qui est très fréquemment étudié en sociaux, si ce n'est en sociaux des relations professionnelles, donc dans un cadre un petit peu particulier, dans des espaces d'organisation du travail aussi assez spécifiques. Donc voilà, comment est-ce que moi, ça m'est un petit peu tombé dessus, parce que ça m'est tombé dessus. En fait, j'ai fait une thèse il y a 15-20 ans sur le marché de l'investissement socialement responsable, qui était un marché financier qui à l'époque se développait et qui proposait effectivement une autre vision de l'investissement avec des critères environnementaux et sociaux et de bonne gouvernance. Et il fallait définir un petit peu ces critères. Donc moi, ça m'intéressait parce que c'était une définition avec différents types d'acteurs qui s'engageaient dans cette définition, pas que des financiers, mais aussi des parties prenantes type syndicats. Et l'État était présent aussi parce qu'il proposait un type de produit d'épargne lié à l'épargne salariale ciblée sur l'investissement socialement responsable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a même eu la création d'un comité intersyndical de l'épargne salariale qui, à l'époque, labellisait les fonds, justement parce que c'était un petit peu compliqué de se mettre d'accord sur des critères sociaux et environnementaux, et ça, c'était assez important. Et donc, une fois que j'ai fini la thèse, j'ai voulu prolonger un peu ces sujets-là en m'intéressant à cette épargne salariale et en allant voir des salariés dans les entreprises, donc plus du côté du marché financier, mais du côté des épargnants, pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de ces fonds d'épargne salariale que vous propose l'entreprise, que vous avez, et de leur aspect socialement responsable. Et là, la réponse était... Voilà, pour vous le dire un petit peu poliment. Généralement, ils ne savaient pas qu'ils avaient ce type de produit d'épargne. La dimension socialement responsable, pas du tout présente dans la manière dont ça leur était présenté. Et
En revanche, une fois qu'on leur parlait de produits d'épargne salariale, de PE, de PERCO, etc., on tirait un fil qui nous tombait dessus et qui était « mais comme vous êtes là, est-ce qu'on peut profiter de ce moment pour voir un petit peu, faire le point sur ma rémunération parce que je ne sais pas très bien combien je gagne, j'ai du mal à l'évaluer, j'ai plein de trucs différents. Bien sûr, j'ai du salaire de base, mais en plus, j'ai des primes de performance qui sont réversibles sur des critères différenciés, individuels, en équipe. Et puis les équipes, ça peut être l'équipe ici, ça peut être le site, ça peut être l'intéressement à la participation. Et là, on ouvre une boîte de Pandore parce qu'aujourd'hui, les rémunérations, c'est effectivement un grand bazar dans lequel on a plein de dispositifs différents qui sont définis sur des périmètres différents, qui rémunèrent du travail, mais pas uniquement. L'intéressement et la participation, c'est aussi l'association au capital de l'entreprise, par ailleurs. Et littéralement, ça me tombe dessus, quoi. J'ai vraiment un sujet qui tombe où je me rends compte que pour les salariés, c'est particulièrement compliqué de lire, de percevoir leur rémunération. Et donc de là arrive un peu la question de recherche, l'enquête. Donc je vais mener une enquête, je dis juste 2 mots de la méthode parce que ça me paraît assez important de vous dire un peu comment j'ai travaillé. La méthode, c'est que j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui des méthodes mixtes, c'est-à-dire j'ai allié des méthodes qualitatives avec des entretiens, avec des cadres du privé et du public, des cadres de manière générale, mais aussi des cadres dans le cadre, les cadres dans le cadre, c'est pas très élégant, mais bon, dans le cadre de monographies, j'ai fait 3 monographies. Une dans le secteur de la grande distribution, où là j'avais des cadres, mais pas que des cadres, aussi des employés, de la banque et une monographie secteur 4 d'une manière générale. Et pardon, la dernière monographie, je vais en dire 2 mots plus tard, c'est un petit terrain particulier où vraiment la transparence salariale régnait et où tous les salariés discutaient de leur rémunération. Donc ça, je le mets un peu de côté. Ça, c'est pour le CALI. Et le CANTI, il y a 2 dispositifs. Un premier dispositif qui est national, qui est le recours à l'enquête ECMOS, qui est l'enquête sur le coût du travail, le coût de la main-d'œuvre et les structures des salaires, qui m'a permis d'historiciser un peu les évolutions des primes depuis les années 90, et un questionnaire que j'ai fait passer, encore une fois, auprès de cadres. On pourra revenir sur le fait que ça s'intéressait plutôt à des cadres, mais c'est à la fois une difficulté d'accès au terrain et en même temps un résultat. Mais ça, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez. Donc je laisse de côté la méthodologie, ça c'était pour vous présenter un peu la manière dont j'ai travaillé. Voilà, donc ma question de recherche, c'est, je suis confrontée à un étonnement qui est de voir que les salariés ne comprennent pas leur rémunération. Et ça m'amène à définir les rémunérations, bien sûr dans leur dimension matérielle, je dirais même matérialiste. C'est d'abord un montant, ce qu'on perçoit, mais le salaire, ce n'est pas uniquement ça, c'est aussi une opinion, une représentation qu'on va construire. Et ça, on le fait aussi par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on perçoit son salaire pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Donc ça, c'est une définition du salaire que je vais mobiliser, enfin du salaire et de la rémunération, et qui va me permettre de traiter d'un mouvement que j'arrive à voir aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les 30 Glorieuses, on a vécu un moment où les catégories collectives étaient claires et les échelles salariales renvoyaient à ces catégories collectives qui étaient définies par la qualification, par exemple. Et ça, c'était lisible pour tout le monde et tout le monde arrivait à se positionner assez aisément sur ces catégories. À partir de la fin des années 80, des années 90, on assiste à un mouvement d'individualisation et de complexification des salaires. C'est-à-dire qu'on va réintroduire, et par le haut des organisations, c'est-à-dire plutôt par des cadres, avec un peu, ça on pourra y revenir parce que en fait, ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que la prime n'est pas nouvelle et n'est pas un dispositif historiquement adressé aux cadres. C'était l'apanage du salaire ouvrier avant les 30 Glorieuses. Mais à partir des années 80, la fin des années 80, le début des années 90, on voit une réintroduction de ces primes par le haut des échelles salariales, avec un peu le mythe du trader qui est payé au bonus, et avec
théorie qui vient légitimer ce mouvement-là, qui est ce qu'on appelle la théorie de l'agence. Je ne vous conseille pas d'aller voir ce que c'est, parce que j'ai lu la théorie de l'agence. C'est pas forcément hyper stimulant et un petit peu complexe. Et en gros, l'idée ici dans la théorie de l'agence est très modélisée, très mathématisée. Et dans la théorie de l'agence, l'idée, c'est de dire que ces primes, elles vont inciter à travailler. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais complètement remettre en question, mais qui est important à comprendre, c'est que si on mobilise les primes, c'est avec cette idée que ça motive, que ça vient inciter à travailler plus, travailler mieux. Ça, c'est quelque chose que je vais complètement critiquer, mais j'y reviendrai. Et donc, à partir des années 90, l'introduction de primes pour individualiser et complexifier les salaires, ça vient flouter les échelles salariales qui auparavant étaient claires pendant les 30 Glorieuses. Cette opacification des rémunérations, elle produit chez les salariés une demande de plus grande transparence. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas combien on gagne, eh ben on va quand même essayer de savoir combien on gagne en se confrontant notamment à l'autre. Parce que je vous rappelle, le salaire, on le perçoit pour soi, mais aussi par rapport aux autres. Et donc, on voit des stratégies micro mises en place par les salariés en dis-moi combien tu gagnes et moi je te dirai aussi combien je gagne. Et à nous deux, on va essayer de savoir si c'est pas mal ou si c'est pas bien. Cette transparence salariale, elle s'exprime au niveau micro, elle s'exprime aussi au niveau méso. Il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui mettent en place des stratégies de transparence. Et surtout, enfin, elle s'exprime au niveau macro avec des grandes revendications politiques autour de la transparence salariale, qui s'exprime aujourd'hui autour de 2 revendications. La première, c'est les rémunérations des dirigeants, avec effectivement un certain nombre de réglementations qui accompagnent ça, la loi Sapin 2, mais aussi cette idée que les écarts dans les entreprises permettent de définir aussi un collectif et que les rémunérations stratosphériques des dirigeants qui dépassent un peu ça les font sortir de ce collectif et les mettent pas dedans. Donc se pose aussi la question des justes écarts. On sait que dans l'ESS, on a des bornes entre la moyenne des salaires et les salaires les plus élevés, de 1 à 5, de 1 à 7, de 1 à 20. On se pose des questions. En tout cas, pour l'agrément ESUS, c'est clair. Et la seconde revendication importante sur la transparence salariale, c'est celle qui est liée à l'égalité professionnelle. Effectivement, on se rend compte que, on le sait, les femmes sont moins payées que les hommes. Alors, selon la manière dont on compte ces écarts, ça va entre 26% et 7%. Les 7%, c'est quand vraiment on compte tout par ailleurs. Ça veut dire c'est même quand on sait que les secteurs sont différents et que les femmes travaillent dans des secteurs moins payés, que les femmes choisissent ou pas d'être plus souvent au temps partiel. Donc quand on contrôle tout ça, il reste quand même 7%. Ça veut dire qu'on ne les explique pas par rien. De facto, si vous êtes juste une femme, vous vous prenez 7% dans la figure. C'est ça que ça veut dire. Et donc voilà, ces inégalités salariales, elles sont présentes, on les combat depuis un certain nombre d'années et la transparence salariale permet de bien les objectiver, c'est-à-dire de bien se rendre compte qu'elles existent. Et généralement, une fois qu'on se rend compte qu'elles existent, on les règle. On les règle pourquoi ? Parce que la transparence salariale, elle est importante sur les montants, mais elle est aussi importante sur les principes qui justifient les rémunérations. On a le droit d'avoir des écarts de rémunération. C'est normal qu'on ne soit pas tous payés la même chose. Mais ce qui compte au-delà des montants, c'est les principes de justice qui viennent légitimer ces écarts. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur la théorie de l'agence, c'est que on a cet idéal de la méritocratie qui vient dire que celui-là, il est payé plus parce que il a fait mieux et ça va venir le motiver. Et ça, c'est un peu une idéologie qui est pas du tout implémentable dans les faits et qui est difficile à combattre. À chaque fois que je dis que les primes, en fait, c'est pas forcément méritocratique, les DRH ils sont embêtés parce qu'ils disent mais comment je fais moi pour récompenser celui qui fait mieux ? J'ai quand même besoin de le faire. Donc on voit que les gens restent très attachés à cette idée-là.
Pour autant, en fait, il faut s'en détacher parce que les principes qui justifient ces écarts de salaire, et qui peuvent tout à fait les justifier, sont multiples. Ça peut être l'ancienneté, ça peut être l'avancement dans la vie, ça peut être le diplôme, et effectivement, ça peut être des questions liées à la performance au travail, reste encore pouvoir les mesurer. Mais donc, ce qu'il y a d'important, c'est d'être transparent sur les montants, mais aussi sur les principes. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra discuter dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. C'est que objectiver les montants, c'est bien, mais objectiver les principes, c'est important aussi. Et ce qu'il y a de bien dans l'égalité professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'on a objectivé les différences entre les hommes et les femmes, eh ben, ça tient plus. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucun principe qui peut venir justifier ça. Avant, on disait les hommes doivent gagner plus sur le marché du travail parce que c'est eux qui ramènent le salaire gagne-pain à la maison, et avec cette idée que les femmes viennent piquer le boulot des hommes sur le marché du travail. Ça, on a fini avec ce type d'argument-là. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est pour ça que la transparence, elle est intéressante sur les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes, parce qu'on voit bien que y a pas de principe qui vient les justifier, en fait. Et donc, ça permet d'avancer. Donc, j'en viens un petit peu à la présentation de l'ouvrage et au fil. Donc, le fil, c'est un grand mouvement d'individualisation et de complexification des salaires qui vient opacifier les salaires depuis les années 90, par le haut, mais qui se diffuse à toutes les catégories de salariés, de manière assez inégale pour autant, parce que si aujourd'hui plus de 80% des salariés touchent des primes, ce qu'ils touchent, quand ils le touchent, comment ils le touchent, ça reste très inégalitaire. Et aussi pourquoi ils le touchent, mais ça on y reviendra après. Deuxième partie, cette opacification des salaires, elle amène une demande de plus grande transparence salariale. Et dernière partie de l'ouvrage, l'introduction de ces primes, qu'est-ce que ça fait aux salariés en termes de satisfaction salariale. Et c'est là où j'ai renversé un peu le sujet, c'est que ces primes, elles sont, en termes d'idéologie, elles sont mises en place pour motiver les salariés. Et en fait, on se rend compte, quand on interroge un peu les gens qui les mettent en place et les gens qui les perçoivent, qu'elles ont bien d'autres usages dans les entreprises. Elles sont dites pour motiver, mais en fait, elles servent à placardiser, fidéliser, différencier les salariés. Elles ont des usages pour la direction, qui peut en faire ces usages-là, mais elles ont aussi des usages par les managers de proximité qui sont souvent bien embêtés pour les mettre en place parce que ce sont eux qui doivent faire les différentes, qui doivent couper les différentes enveloppes et faire les arbitrages, donc mettre en place la politique, mais sans maîtriser ces principes de justice. Donc eux, souvent, ils disent que ça les embête de faire ça parce que ça met le bazar dans les équipes et qu'ils ne se sentent pas à l'aise parce que s'ils maîtrisent à la limite l'outil technique pour diviser un peu l'enveloppe de primes, ils ne maîtrisent pas du tout les justifications qui permettent de le faire. Et on voit aussi que ça a des effets sur les collectifs de salariés. Ça peut avoir des effets bénéfiques. Moi, j'ai vu des équipes, par exemple, de vendeurs qui se renvoient les clients les uns les autres quand un tel n'a pas effectué son objectif. Donc, on voit des phénomènes de solidarité. Après, ça a aussi des effets négatifs. J'ai en tête l'exemple d'une directrice d'agence bancaire qui me disait en fait moi je le fais exprès, je fais comme la maîtresse à l'école, quand je donne les primes je les mets dans la salle de réunion tous ensemble et je donne les primes à voix haute, et celle qui est la mauvaise élève, je dis sa mauvaise note devant tout le monde et je dis qu'à cause de ça les autres l'ont pas eu, et après je sors de la place et je les laisse se débrouiller entre eux. Donc elle instrumentalise un petit peu le reste des salariés pour faire un contrôle latéral sur la salariée qu'elle qualifie de mauvaise élève et avec laquelle, par ailleurs, elle me rend compte pendant l'entretien qu'elle a plein de problèmes. Bref, donc vous voyez, il y a des usages différenciés des primes qui peuvent aller de la solidarité au contrôle. Dernier point, en termes donc de satisfaction, pourquoi j'ai retourné l'argument et je ne parle pas de satisfaction salariale mais de frustration salariale. Parce que contrairement à l'idée reçue, on se rend compte que l'introduction des primes, ça crée plutôt de la frustration, notamment quand elles sont individuelles. Pourquoi ? À cause de cette définition du salaire pour soi, mais par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand on a une prime individuelle, on va toujours aller comparer avec l'autre
pour voir combien il a gagné. Et même si c'est moins, on est toujours plutôt insatisfait parce qu'on estime qu'il aurait dû avoir encore moins ou que c'est pas juste. Voilà. Mais voilà, la prime individuelle, ça crée vraiment de la frustration relativement. Alors que la prime collective, même quand on n'en touche pas, on est plutôt satisfait. Pourquoi ? Parce que même si on n'en a pas eu, on est content pour tout le monde. On se dit que la situation générale, elle avance. Et ça renvoie à des phénomènes assez connus de frustration relative. C'est pourquoi le bouquin s'appelle Frustration salariale et pas satisfaction salariale. En plus, ça renvoie au concept de frustration relative d'Albert Hirschman. Et enfin, j'ai mis en évidence un certain nombre de règles de comparaison. Comme les salariés se comparent entre eux pour aller construire leur perception de leur rémunération, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de règles de comparaison. La première, c'est qu'ils se comparent toujours à supérieur ou égal, jamais en dessous. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils se projettent dans une trajectoire de carrière et aussi pour pas se dénigrer quelque part, sauf les femmes. En fait, les femmes, comme elles ont des inégalités salariales, quand elles se comparent, elles se rendent compte qu'elles ont des inégalités salariales. Et pour faire un peu passer la pilule, pour euphémiser un peu ces inégalités, elles disent oui, mais en fait, alors je suis pas assez payée dans ma boîte par rapport au type qui fait le même boulot que moi, mais je vais être mieux payée que mes copines qui sont dans d'autres boîtes ou que les petites jeunes. Et donc on voit qu'elle déroge à ces règles de comparaison pour rationaliser a posteriori des inégalités qui ne devraient pas exister. La deuxième règle de comparaison salariale, c'est qu'on se compare dans l'entreprise, mais ces comparaisons, elles sortent de l'entreprise. On le fait aussi dans la famille, et notamment par rapport au conjoint, ce qui là encore vient jouer sur les inégalités femmes-hommes. Pourquoi ? Parce que les femmes, elles sont aussi dans des rapports de couple qui ne sont pas forcément toujours égalitaires, notamment dans la manière dont les budgets familiaux sont négociés, arbitrés entre le salaire du mari et le salaire de la femme. Et effectivement, le fait que les femmes discutent de leur salaire avec leur conjoint, le fait qu'on discute de son salaire hors de l'entreprise, en particulièrement en famille, et que c'est surtout le conjoint, pour les femmes, ça a des effets de cumul d'inégalités. Je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est dans le petit terrain où les enquêtés me disent que tout le monde parle avec tout le monde. Donc une enquêtée me raconte, c'est pas du tout tabou, la REM, on en parle, on a des fichiers de suivi sous Excel, informel, pour justement essayer de suivre un peu ce que les uns et les autres gagnent. On circule beaucoup dans le marché du travail dans ce milieu-là, et ces discussions, elles servent les circulations. Et elle me dit, on fait souvent des pots de départ. À l'occasion des pots de départ, on se met à jour. On sait que dans telle entreprise, ils gagnent tant, donc si on bouge, ça fait tant. Et elle me dit, mais mon mari, il fait plus de pots de départ que moi, justement parce qu'il va pas chercher les enfants et donc il est plus au courant. Et donc je me force un peu à y aller. La semaine prochaine, il y en a un. Je lui ai dit, tu vas chercher les enfants mais elle me le dit clairement comme une façon de se mettre à jour. Donc ça, on voit que c'est un peu intéressant. Et un autre exemple, c'est dans la monographie sur le magasin agroalimentaire de grande distribution, pardon. J'ai une employée qui me dit, en fait, elle me décrit un schéma assez classique de répartition du budget entre l'homme et la femme, qui est à l'homme les grosses dépenses, les impôts, les vacances, parce que c'est les gros salaires, et elle prend en charge toutes les dépenses du quotidien, les courses, la carte imaginaire des enfants, etc. Donc les petites dépenses, mais qui en fait sont plus nombreuses. Et elle me dit, normalement, chacun a son salaire et chacun est OK pour prendre ce type de dépenses en charge. Sauf que dans cette entreprise-là, il y a de très fortes primes, notamment d'intéressement. Et c'est des sommes qui dépassent complètement son niveau de salaire. C'est-à-dire que c'est plusieurs milliers d'euros qui peuvent tomber. Et elle me dit, ah oui, on fait ça sauf pour la prime. C'est tellement important que là, il revient et on rediscute pour savoir ce qu'on va en faire. Et là où elle a la main sur son salaire
de base, elle en fait ce qu'elle en veut. La prime, elle doit renégocier, rediscuter, renégocier avec son conjoint pour savoir comment ils vont la dépenser, tellement elle est importante. Donc voilà, c'est des petits exemples. Je pense que je peux m'arrêter là pour la présentation du livre et puis on peut rebondir pour la discussion. Oui, bien sûr, merci beaucoup. Justement, ça permet de rebondir un petit peu sur cet exemple de la grande distribution. Il me semble avoir lu à un moment une salariée qui explique un petit peu le système de primes qui a cours dans son entreprise et qui est hyper complexe, où ça dépend du taux de péremption dans tel rayon multiplié par le taux d'atteinte de l'objectif, si celui-ci est inférieur à 97%. Enfin, fait une espèce de prime en 3 points qui fait que au bout du bout, c'est ce que disent un peu les salariés, c'est finalement moi cet argent-là, je compte pas trop dessus parce que j'arrive jamais à savoir. Enfin, il y a ce côté très aléatoire de la prime où on a l'impression que parfois en bout de course, c'est un peu un facteur de chance si on le touche ou pas. Stéphane, peut-être toi, de ta fenêtre, qu'est-ce que tu perçois de cette individualisation des rémunérations? C'est quelque chose que tu vois émerger, enfin voilà, un peu de ce que tu as pu voir sur le terrain. Eh bien, plus, ça y est. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Nous, alors, on a aussi dans la métallurgie, ça fait plusieurs années en fait qu'on suit les rémunérations dans notre branche à travers d'outils. Sur les AG, sur les AI, donc on récupère à peu près 300 accords qu'on décortique à peu près par an. Et on voit effectivement une forte augmentation des primes, des augmentations individuelles, tout ce qui peut être augmentation variable, une baisse clairement des augmentations générales. Donc c'est plutôt nous ce qu'on porte pour avoir au moins une augmentation générale pour l'ensemble des salariés pour maintenir le pouvoir d'achat. Mais on voit véritablement une tendance aux augmentations des AI par rapport à la masse salariale globale et beaucoup de périphériques qui viennent se rajouter qu'on n'avait pas forcément avant. Alors sur les périodes de très forte inflation 2022-2023, on a revu un peu d'augmentation générale revenir un peu plus fortement dans les entreprises parce qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat. Mais très vite, on est revenu à des habitudes et on voit des entreprises qui presque refusent de mettre de l'augmentation générale, alors que c'était quand même, au départ, on était quand même plus sur l'augmentation générale et après on venait négocier de l'AI. Alors, bien sûr, il faut négocier, il faut tout négocier, en tout cas, on pense que c'est important, mais c'est surtout, je pense qu'on ira un peu tout à l'heure, c'est comment on garde la main sur un certain nombre quels sont les critères objectifs, etc., pour quand on donne de l'augmentation individuelle, quand c'est les primes, quand c'est du variable, et quel est le suivi de toutes ces primes. Et nous, c'est vraiment ce qu'on doit suivre. Ce qui est assez compliqué, c'est qu'à partir du moment où on met de l'augmentation individuelle, on est vraiment ça crée effectivement des inégalités, parce que on ne sait pas qui a eu combien de fois, etc. Qui donne, comment, c'est quoi les critères. Et ça crée véritablement une démotivation de beaucoup de salariés. Et c'est bien, en tout cas, ce qu'on se dit, c'est que la richesse d'une entreprise, elle est bien collective. Et c'est bien l'énergie, les compétences collectives qu'il faut rémunérer, qu'il faut récompenser, et pas quelques salariés. Et c'est là que... Et je pense que vraiment, enfin en tout cas, les entreprises se plantent quand elles vont vraiment sur l'individualisation, parce que c'est vraiment le collectif, c'est la force du collectif, en tout cas, qui fait la richesse de l'entreprise. Merci Stéphane. Oui, pour rebondir sur ce que tu dis sur les primes collectives, il y a un point qui est intéressant, qui est soulevé dans le bouquin, qui est de montrer qu'effectivement, quand il y a des primes collectives, ça peut générer des phénomènes de solidarité entre les salariés. Il y a un exemple bien connu aussi de régulation de la charge de travail et des conditions de travail à travers la prime, où dans le cas de salariés qui sont payés à la pièce, quand il y a des nouveaux arrivés, en fait, le collectif briefe rapidement la nouvelle personne arrivée en disant attention, nous, notre cadence, c'est ça, va pas faire plus pour pas déstabiliser le collectif.
Mais il y a un point qui est aussi très intéressant, qui est montré dans le livre, c'est que ces mécanismes de solidarité, ils ne fonctionnent que si le collectif de travail, il est connu et il est réel. Il y a cet exemple d'un centre d'appel où effectivement il y a un objectif collectif et donc tout le monde est capable de prendre un appel en plus pour atteindre l'objectif qui est fixé pour la journée. Mais à partir du moment où il y a une réorganisation ou un changement de l'application de la prime et que d'un coup la prime elle repose sur un collectif qui est sur un site mais aussi un deuxième site que les salariés du premier site ne connaissent pas forcément, à ce moment-là en fait les mécanismes de solidarité ne fonctionnent pas du tout. Et souvent, ce qu'on peut voir sur mission, c'est que dans le cas des primes relatives à la performance individuelle, il y a une composante effectivement qui vise à évaluer la performance individuelle des salariés, mais il y a souvent une deuxième composante qui est un niveau de performance économique ou financier d'une certaine partie de l'organisation, avec parfois un flou, mais vraiment important, sur quel est ce périmètre, quels sont les indicateurs, où même les managers parfois nous disent « Ah bah oui, mais alors là, on n'a pas compris, ça a changé l'année dernière, avant c'était le cash flow, maintenant je ne sais pas trop ce que c'est. » Et donc tout le monde attend un petit peu de savoir quel va être le résultat de ce périmètre économique. Et donc on voit bien là effectivement que ça n'a aucun impact sur la motivation des salariés, puisqu'il n'y a pas vraiment la concrétisation de la maille à partir de laquelle la performance collective est évaluée. Et il y a parfois effectivement aussi une troisième composante qui est ce qu'on appelle le management call, et où c'est au niveau d'un groupe, le management, le top management qui peut décider que en fait ce sera que 80% de l'enveloppe parce que le groupe a moins bien performé par rapport à des comparables. Bon, évidemment, personne ne connaît les comparables auxquels ils font référence. Donc il y a vraiment ce côté très aléatoire. Il y a un point aussi intéressant qui ressort dans le bouquin, c'est la place du manager. Tu le disais tout à l'heure, qui se retrouve un peu pris entre le marteau et l'enclume, avec d'un côté une politique groupe qui fait qu'on lui attribue un budget qui est souvent insuffisant. Voilà, la masse salariale, c'est quand même un poste qui est mis sous tension pour favoriser les résultats des entreprises, et qui trouve effectivement le moyen de se dédouaner un peu de ses responsabilités en se cachant derrière un modèle de calcul qui serait extrêmement technique pour justifier en fait le fait que certains salariés n'ont pas de primes, alors même que, ça c'est des choses qu'on entend nous très souvent quand on intervient auprès des CSE, de dire de toute façon c'est toujours les copains du manager qui vont avoir la prime, mais il y a une espèce de tentative de rationalisation ex post pour justifier un petit peu la décision qui a été prise. Et ça fait aussi probablement référence à un contexte dans lequel les managers ont de plus en plus de charges en termes de ressources humaines finalement, avec les mouvements de restructuration qu'il y a pu avoir ces années passées. On voit que la fonction des DRH ont été vraiment réduites comme peau de chagrin au fil des dernières années. Et on voit que tombe régulièrement dans l'escarcelle du manager de plus en plus de responsabilités, de faire la formation, allouer les primes, évaluer la performance des salariés, alors même qu'on est sur un nombre de salariés par manager qui est parfois complètement délirant. Moi, je me souviens d'une mission où il y avait un manager qui avait 65 personnes sous sa responsabilité. Donc, je ne sais même pas comment il faisait pour... Enfin, s'il ne faisait pas d'ailleurs, les entretiens individuels. Et voilà, et ça pose aussi un peu la question de la place à laquelle on peut mettre la fonction managériale en France. Il y a eu ce rapport de l'IGAS qui est sorti en début d'année, qui compare un petit peu la France, l'Italie, la Suède et l'Irlande, je crois, sur la question managériale, et qui souligne effectivement qu'en France, on est sur une acception qui est assez verticale du management, et qu'il n'y a pas du tout cette pratique de retour, de feedback aux salariés, et c'est quelque chose qui est un peu oublié. Alors, quand on parle de à quoi servent les primes, il y a effectivement une grosse partie qui est en lien avec la question de la transparence des rémunérations. Ça fait forcément écho avec la directive européenne sur la transparence des rémunérations, qui a été adoptée en mai 2023 et qui est actuellement en cours de consultation pour une transposition,
Enfin, l'objectif, c'est de présenter un projet de loi à l'automne. Donc il y a des concertations qui sont en cours, avec de nouvelles obligations qui s'appliqueront aux entreprises. Alors un reporting annuel pour les entreprises de plus de 250 salariés et tous les 3 ans pour les entreprises de entre 150 et 250 salariés. Alors peut-être pour revenir un peu brièvement sur qu'est-ce que dit cette directive, parce que forcément ça va apporter un certain nombre de réponses ou de nouvelles questions par ailleurs sur cette question des rémunérations. Si on le fait de façon assez succincte, avant l'embauche, la transparence salariale sera obligatoire avec des fourchettes de rémunération qui seront prévues dès la publication de l'embauche. Interdiction de poser des questions sur les salaires passés des salariés pour éviter la reconduction des inégalités, notamment des femmes. Et surtout, la mise en place de critères de rémunération objectifs et non sexistes. Ces critères de rémunération devront être accessibles aux salariés. Pour les salariés qui sont en poste, il y a un droit d'information individuelle avec chaque salarié qui pourra demander et obtenir des informations sur son niveau de rémunération et la rémunération moyenne des personnes effectuant un travail égal ou de valeur égale. Pas de clause de confidentialité, c'est-à-dire que les salariés ont le droit de divulguer leur rémunération et d'en discuter librement, ce qui est quand même quelque chose d'assez nouveau, puisque c'est quand même souvent les gens sont un peu réticents à partager des éléments sur leur rémunération dans les entreprises. La nouvelle obligation de reporting pour les entreprises qui portera sur les écarts de rémunération au global, les écarts par catégorie, mais aussi des ventilations de rémunération variables au sein des différentes catégories. Et un point qui est intéressant, on y reviendra peut-être tout à l'heure, si l'écart dépasse 5%, alors une évaluation conjointe avec les IRP devra être faite de façon à évoquer aussi les mesures à prendre pour réduire ces écarts. Et enfin, un renforcement des droits juridiques avec, ça c'est quelque chose qui existe déjà dans le droit français, un renversement de la charge de la preuve et des sanctions obligatoires en cas de non-respect. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la consultation elle est actuellement en cours en France avec un objectif de présenter un projet de loi à l'automne 2025. Alors selon les dernières informations, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut encore changer, puisque je crois que le patronat n'est pas ravi de ce qui se profile. Mais un objectif effectivement de partir sur le premier exercice de reporting dès le 1er mars 2026, donc dans le cadre de la temporalité de la publication de l'index égalité professionnelle. Donc la question qui se pose, si on fait un petit peu de sociologie fiction, avec cette transposition de la directive qui va obliger les entreprises à mettre en place des grilles de rémunération et à les diffuser dans l'entreprise. Donc finalement, en fait, cette question de la transparence, elle va être réglée, donc tout va bien. Alors, la sociologie fiction pourrait dire il y a du mieux. Il y a du mieux dans le sens où la directive, elle a des vraies bonnes idées. La première, c'est de prendre en compte l'ensemble des rémunérations, y compris les avantages en nature. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, effectivement, la directive, elle acte que les rémunérations, aujourd'hui, c'est un ensemble de choses. C'est pas uniquement du salaire. Ça déborde aussi un peu du salaire avec les dispositifs d'intéressement au capital et ou les avantages en nature. Et que donc, c'est difficile de compter. Et donc, comme c'est difficile de compter, il faut faire l'effort d'être le plus transparent possible. Ça, c'est un premier point. Un autre bon point de la directive, à mon sens, c'est qu'elle suit les trajectoires professionnelles des salariés de leur entrée dans l'entreprise jusqu'à leur promotion. Qu'est-ce que je veux dire par là? Effectivement, il y a cette disposition de mettre des échelles de rémunération sur les annonces de postes. Et ça, à mon avis, ça va être un peu révolutionnaire dans le sens où il va falloir mieux penser les postes et être au clair sur la définition de ce qu'on attend des salariés en termes de niveau de qualification par rapport à des niveaux de rémunération.
Mais elle suit aussi les salariés au cours de leur vie professionnelle, parce qu'à n'importe quel moment, je veux dire, elles peuvent demander ce que les collègues masculins, parce que c'est souvent comme ça que ça doit jouer, hein, mais on va voir si c'est comme ça que ça joue. Mais à mon avis, il y a des salariés masculins qui s'empareront de la directive pour jouer des négociations aussi, mais en tout cas, normalement, c'est pensé pour les égalités entre les femmes et les hommes. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce qu'on sait qu'en fait, il y a un cumul des inégalités parce qu'à chaque étape, ça joue et on se reprend un petit coup. C'est-à-dire que dans l'entrée dans l'entreprise, on négocie un peu moins parce que les femmes ne sont pas socialisées à la négociation, parce qu'il y a aussi des circulations sur les marchés du travail qui fait que on peut dire si vous ne m'augmentez pas, je m'en vais, ou on négocie un salaire supérieur. Et ça, les femmes, elles négocient un peu moins, mais quand elles quittent, elles arrivent à augmenter leur salaire. Mais comme les hommes, ils quittent aussi pour faire ça, elles courent toujours après le lièvre, hein, et elles n'arrivent jamais à combler cet écart. Donc ça, c'est intéressant parce que ça suit. Puis on sait aussi qu'il y a un cumul des inégalités parce qu'il y a des moments un petit peu clés dans la construction de ces inégalités, notamment les retours après un premier enfant, après un deuxième enfant, mais surtout le premier. Donc ça, c'est intéressant parce que la directive, elle prend en compte ça. Ce qui est intéressant aussi dans la directive, c'est l'inversion de la charge de la preuve, c'est-à-dire que si vous êtes une femme et que vous soupçonnez d'être traitée inégalement, vous le dites et ce n'est pas à vous de le prouver. C'est l'entreprise qui doit prouver qu'elle ne le fait pas. Donc ça, c'est aussi très intéressant, parce qu'on le sait, hein, on n'est pas socialisé de la même manière au comportement un peu agressif de négociation, de revendication. Donc ça peut aider. Qu'est-ce qu'elle ne fait pas, la directive? La directive, elle est transparente sur les montants. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une classification, une politique de rémunération transparente, mais elle ne dit pas les principes qui viennent légitimer ses choix. Et ça, je ne sais pas si les entreprises iront jusque-là, sur cette transparence-là. Et ça me paraît être un peu un écueil, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, les rémunérations, les écarts, ça existe. Et pour que ces écarts ne deviennent pas des inégalités, il faut qu'en fait les principes qui légitiment ces écarts soient acceptés par l'ensemble des salariés. Et pour ça, il faut en discuter collectivement. Il faut au moins qu'on pose les choses pour que ce soit accepté. Et pour ça, il faut les objectiver et en parler. Et ça, je ne sais pas si la directive nous permettra d'aller jusque-là. Mais en tous les cas, ça me paraît déjà pas mal du tout. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça risque quand même de bousculer pas mal les pratiques actuelles, notamment sur l'embauche. Et que moi, je vois deux types de réactions dans les entreprises à ce stade. Soit c'est le déni, soit c'est l'affolement. C'est-à-dire qu'il y a des DRH qui comprennent déjà que ça va être complètement un bouleversement dans leur pratique et qui se disent « Oups, ma direction n'a pas compris que ça allait être complètement un bouleversement dans les pratiques ». Donc moi, des DRH qui disent « J'aimerais qu'on prenne en main le sujet tout de suite, même si, parce que déjà, il y a une forte volonté politique d'avancer rapidement, donc ça risque d'arriver beaucoup plus vite que prévu, même si la deadline, c'est juin 2026. Mais en plus, je pense que les DRH sont bien conscients de tout ce qu'il va falloir remettre à plat. C'est-à-dire il faut remettre à plat plein de catégories. Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des branches où ça peut aller, et puis il y a d'autres branches où il faut repenser toute la manière dont les emplois ont été catégorisés. Et ces DRH, elles sont aussi très conscientes que, alors il y a le problème de la direction qui ne veut pas y aller parce qu'il y a du déni, et il y a le problème des équipes qui ont des pratiques sur les recrutements qui vont devoir complètement changer. Et on parlait tout à l'heure du manager de proximité qui était pris entre deux feux, entre la politique salariale et la manière dont il devait la justifier dans ses équipes. Et moi, j'ai trouvé des gens pleins de bonne volonté, hein. C'est-à-dire des gens qui vraiment étaient très embêtés à devoir appliquer les primes et à se faire des nœuds à la tête, à essayer de mathématiser, d'objectiver avec des indicateurs quantitatifs pour être le plus responsable possible, parce que justement ça les embêtait. Et bien là, il va falloir aussi
faire ça du côté des embauches, avec le fait que même quand ils mettent en place tout ça, ça n'évite pas la frustration du côté des salariés. Pourquoi? Parce que la base, c'est la comparaison. Et à partir du moment où on individualise, on compare. Et quand on compare, on est plutôt frustré. Et le deuxième point, c'est, excusez-moi, j'ai oublié le deuxième point que je voulais vous soulever, les managers de proximité. Oui, les DRH disent souvent qu'il faut les accompagner dans la mise en place de tout ça, qu'il va falloir beaucoup bosser dans les équipes. Et je pense que le sujet, c'est que on bosse beaucoup sur les indicateurs, sur les outils, sur les dispositifs, mais on bosse jamais sur les principes. Et c'est là où se glissent les détails des partages de primes et des choses qui d'écart deviennent des inégalités. Stéphane, toi, ta vision sur la façon dont ça se met en place dans les entreprises, c'est vrai que j'avais vu passer un sondage, je crois en début d'année, qui disait que 2025, c'était vraiment la principale préoccupation des DRH, mais effectivement, la question de leur capacité à faire, compte tenu de directions qui sont parfois pas tout à fait au goût du jour. Comment tu vois les choses, toi, côté direction et côté organisation syndicale? Côté direction, effectivement, je pense que ça commence à s'affoler. Pas avec moi, c'est bizarre. Ça commence à s'affoler un petit peu, effectivement. Non, je crois que ça s'agite. Enfin, en tout cas, côté organisation syndicale, on suit ça de très près. Une concertation qui a démarré entre le gouvernement, organisations patronales et syndicales. Concernant la transposition par rapport au texte de l'Union européenne. En tout cas, pour nous, c'est on sent que c'est quand même, ça sera une véritable avancée. Ça sera une véritable avancée. On attend beaucoup de cette. Alors, visiblement, la lettre de cadrage, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça semble aller plutôt vers le haut, en tout cas sur ce qui serait mis en application. Donc là, nous, on a beaucoup d'attentes là-dessus. Je ne cache pas qu'à l'inverse, les organisations patronales vont avoir sûrement le discours du c'est une usine à gaz, ça va être compliqué à mettre en œuvre, ça va nous prendre beaucoup de temps. Bon, ça, cette musique-là, on la connaît, parce que c'est quand même assez récurrent. On l'a connu, et je peux faire du coup un peu le parallèle sur la mise en place de la convention collective dans la métallurgie et les classifications, où effectivement, ça a été un peu ça aussi. C'est-à-dire que pourtant, on avait prévu presque 18 mois de mise en œuvre pour repeser les postes, les emplois. En fait, puisqu'on est là sur l'emploi réel des salariés, donc on a changé notre système de classification. On pense que du coup, ce système de classif pourrait peut-être gommer quand même en tout cas par rapport aux écarts de salaire qu'il peut y avoir, etc. Ça doit pouvoir gommer parce qu'on est quand même sur l'emploi réel. Même si la mise en œuvre elle a été quand même très difficile. Et ça, c'est un vrai sujet entre ce que, effectivement, quand on décide de mettre en place quelque chose et après la difficulté de mettre en place. Et là, pour le coup, c'est les nouveaux systèmes de classification. Mais voilà, ça pourrait peut-être gommer un peu ces histoires d'individualisation. Alors, et par contre, on a eu ce phénomène de frustration, parce que c'est un peu le thème du débat, puisque on était sur un ancien système de classification où parfois, dans les entreprises, on augmentait la rémunération en changeant le coefficient, mais l'emploi, il n'évoluait pas forcément. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec. Enfin, il y avait des salariés, effectivement, qui avaient des coefficients assez hauts, mais qui étaient plus en phase avec l'emploi, mais on augmentait le coef pour donner de la rémunération, de l'augmentation. Et à la nouvelle cotation, puisqu'on était sur l'emploi réel, on s'est retrouvé parfois avec des salariés qui avaient des coefficients assez forts, mais que l'emploi, du coup, même s'ils avaient l'ancienneté, du coup, leur salaire avait augmenté avec les coefficients. Ils se sont revus avec un coefficient un peu plus bas. Et parfois d'autres qui avaient des coefficients assez bas et que par contre l'emploi était assez fort. Et voilà, et ça a créé un peu, effectivement, et il a fallu. En tout cas, ça a créé un peu de malaise, un peu de frustration qu'il a fallu expliquer, etc.
et qui va peut-être se gommer aussi au fil du temps. Mais le passage, en tout cas, d'un système à un autre, effectivement, ça a été un peu compliqué. Donc pour revenir du coup en tout cas sur la directive européenne, nous on attend beaucoup de ça. Parler des rémunérations, c'est compliqué en France en tout cas, et je pense qu'effectivement ça va pas être simple. Mais de la transparence, en tout cas, c'est que du bon pour nous, puisque derrière ça gommera, ça gommera les inégalités qu'on peut avoir, et notamment entre les hommes et les femmes. Juste peut-être sur le fait que parler de la rémunération en France, c'est compliqué. Moi, j'avais, comme tout le monde, cette idée en tête quand j'ai commencé l'étude, parce qu'effectivement, on a cette idée qu'en France, on n'est pas comme la culture américaine à parler facilement d'argent. Et en fait, je pense que ça, c'est peut-être en train d'évoluer, parce qu'à cause de l'individualisation et de la complexification, comme les salaires sont brouillés, floutés, les gens ont besoin de lire leur salaire et donc ils en parlent plus. Et ça, c'est un peu quelque chose que j'ai trouvé. Je vous donne un exemple. Pendant l'enquête de terrain, moi, j'avais jamais fait d'entretien avec des gens en leur disant combien vous gagnez, dites-moi, et puis vous avez combien de primes. Je me dis, peut-être qu'ils vont pas vouloir me répondre, les gens. C'était un peu une angoisse. Et en fait, assez rapidement, non seulement j'ai eu facilement des entretiens, c'est-à-dire j'ai contacté des gens en leur disant, bonjour, je voudrais parler salaire avec vous, est-ce que vous seriez d'accord ? Aucun problème. J'ai eu plein d'entretiens. Et en plus, les gens disaient, ah oui, non, on va parler de ma REM. Et d'ailleurs, je vous ai ramené ma fiche de salaire pour que ce soit extrêmement clair. Et vous savez pourquoi j'ai accepté l'entretien ? J'ai accepté l'entretien parce que je ne sais pas combien je gagne. Et comme je ne sais pas combien je gagne, je me suis dit que la situation d'entretien allait me permettre de faire le point avec vous, que vous alliez m'aider à compter. Et, attendez, en plus, vous allez me dire si ça va ou si ça ne va pas. Donc voilà, je me suis retrouvée en plus investie de cette mission. Mais donc on voit bien aujourd'hui ce mouvement d'individualisation et de complexification, comme il a brouillé les salaires. Il y a une demande de transparence et donc il y a plus de discussions autour des salaires que ce qu'on aurait pu croire ou ce que on se le disait entre Français. Et on voit des salariés qui, à la photocopieuse, à la machine à café, discutent des rémunérations. On voit aussi des tableaux dans les open space pour suivre un peu les évolutions des augmentations individuelles, pour justement essayer de contrôler et de pas trop se faire avoir. Donc on voit bien, des fois c'est dans l'open space, des fois c'est sous le manteau, dans un fichier Excel qu'on fait circuler. Mais on voit bien qu'il y a cette demande de transparence qui est aujourd'hui assez présente et assez importante. Je crois qu'il y avait des questions. Oui, en fait, on a une question sur le chat et peut-être que ça peut être bien de la poser maintenant avant de rentrer trop dans les détails sur la directive, qui demande en fait une question de Cédric, qui demande si on peut revenir sur l'origine de cette directive, où est-ce qu'on peut la trouver et pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place. Ok. Alors sur l'origine, ça date de discussions qui datent de 2019, au moment où la Commission a effectivement adopté un principe d'égalité de rémunération entre femmes et hommes. Le point de départ, c'est vraiment les questions d'inégalité de rémunération entre femmes et hommes. À la suite de ça, il y a une stratégie qui a été adoptée pour les années 2020-2025 qui visait justement à réduire les écarts de rémunération entre femmes et hommes. Et il y a eu un prétexte qui a été discuté et voté entre le Parlement européen et le Conseil de l'Europe. Et à la suite de ce vote, la directive a été adoptée en mai 2023. Alors, où est-ce que vous pouvez la trouver ? Vous pouvez la trouver sur tous les sites de l'Union européenne. On peut mettre le lien dans le chat. Et donc, ce que comprenait cette directive, c'était notamment l'obligation pour les États membres de transposer dans les législations nationales au plus tard pour juin 2026 les principes de cette directive. Et c'est dans ce cadre qu'en France, normalement, sauf si changement de dernière minute, on devrait avoir un projet de loi qui sera présenté à l'automne. Alors, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur cette question de transparence et d'égalité professionnelle, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, cette frustration,
elle provient non seulement du manque de transparence sur les montants, qui devraient être réglés normalement par l'application et la transposition de cette directive, mais qu'il y avait aussi une vraie demande de transparence sur les principes, sur les modalités dans lesquelles les éléments variables de rémunération sont alloués. Et ça pose la question des lieux au cours desquels on pourrait essayer de tirer le fil. Et il semble que voilà, les différentes prérogatives économiques des institutions représentatives du personnel, ça pourrait être un endroit où accroître cette transparence. Dans le bouquin, il est fait mention d'un passage du bouquin de Piketty qui dit que notamment la présence des représentants des salariés au sein des conseils d'administration, ça a permis dans le cadre des cogestions germaniques et nordiques de limiter l'envol des rémunérations des cadres dirigeants. Donc on pourrait se dire que aussi dans ce contexte de rémunération, avoir un droit de regard des représentants des salariés sur la façon dont les rémunérations sont construites et menées, ça pourrait aussi être un contre-pouvoir et ça pourrait voilà, créer plus de justice sociale dans la façon dont ces éléments sont alloués. C'est vrai que nous, on a mené à Syndex une étude sur des accords sur les rémunérations qui ont été faits et il y avait plusieurs points de surprise. Le premier, c'est qu'il y a très rarement des principes qui visent l'allocation des augmentations individuelles. C'est-à-dire que souvent, on a voilà, des accords qui prévoient une enveloppe de X% de la masse salariale pour les augmentations individuelles, mais ensuite, le champ est vraiment laissé libre à la direction sur comment est-ce qu'elle choisit qui sont les heureux bénéficiaires de ces augmentations individuelles. Le deuxième point qui nous a étonné, c'est qu'il y a, je crois qu'il y avait 0,8% des accords qui prévoyaient une définition de la masse salariale de référence. Donc on a souvent effectivement des accords qui passent en disant 2% de la masse salariale allouée en augmentation individuelle. Mais quelle masse salariale, à quelle date, qu'est-ce qu'on fait des salariés qui étaient comptabilisés au moment de la signature de l'accord et qui partent? Qu'est-ce qui est fait de ce reliquat? Est-ce qu'il est reversé aux salariés? Est-ce qu'il est gardé en marge par les entreprises? Et le dernier point qui nous a aussi surpris, c'était de voir que on voyait dans ces accords des revalorisations de primes conventionnelles ou de primes conditions de travail. Ça, on en percevait un certain nombre. Par contre, on n'a trouvé aucun accord qui posait sur le papier les modalités de distribution des bonus ou des primes de performance. Et donc, alors même que dans le cadre des négociations sur les rémunérations, cette thématique, elle est tout à fait légitime, puisque c'est bien un élément de rémunération parmi d'autres, et donc les organisations syndicales sont tout à fait légitimes à poser le sujet dans les débats. Et voilà, on se demandait si, compte tenu des limites de la directive, en disant qu'on va avoir effectivement une transparence plutôt sur les montants, mais qui n'adresse pas du tout les process et les modalités sous-jacentes à l'octroi de ces éléments variables de rémunération, dans quelle mesure, effectivement, que les organisations syndicales puissent prendre cette place en exerçant voilà, un contre-pouvoir, un droit de regard sur les pratiques de la direction, pouvait voilà, essayer d'améliorer un petit peu les choses. Stéphane? Oui, en tout cas, c'est ce qu'on porte régulièrement. Nous, on pense que la place des IRP, elle est justement elle est prépondérante dans négocier. On ne peut pas se contenter de négocier une enveloppe salariale. C'est comment après elle est redistribuée, c'est le suivi, c'est les critères objectifs. Quand on donne des primes ou quand il y a de l'augmentation individuelle, sur les augmentations, sur les parts variables, c'est très. Alors nous, c'est quelque chose qu'on porte de toutes ces questions-là, mais un vrai tabou autour de ces questions, et c'est une vraie difficulté en tout cas d'aller au-delà, de négocier l'enveloppe, et après on va se dire bon, c'est la G, la I et puis les primes, mais d'aller au-delà de ça sur les critères, sur comment qui décide, comment. Est-ce que c'est
est-ce qu'on a un suivi avec les coefficients? Est-ce que par service? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme indicateur? Et ça, c'est des choses qu'on réclame. Mais aujourd'hui, ça reste difficile. Alors j'espère qu'effectivement, la directive pourra effectivement faire avancer cette question-là. Mais c'est compliqué. Et quand même, je me dis, pourtant, si on n'a rien à cacher, il n'y a pas de problème de transparence. À un moment donné, c'est que parce que je pense que effectivement, on s'en sert parce qu'ils souhaitent, en tout cas les directions souhaitent avoir la main sur les rémunérations et ventiler une grosse part des augmentations à la manière dont ils le souhaitent. Et ça, en tout cas, il faut que ça progresse. Il faut que nous, on puisse être au cœur. Alors, bien évidemment, il y a toute une part de redistribution qui est faite par le manager qui connaît ses équipes, etc. Mais c'est comment on suit ces indicateurs, comment on sait que ça ne va pas toujours aux mêmes personnes. On parlait tout à l'heure un peu à la tête du client, mais ça on le vit. Enfin, moi je suis issu plutôt d'une petite boîte de la métallurgie à l'origine, mais on le voyait et ça mettait vraiment, en tout cas des problèmes dans les services, entre les salariés, etc. Puisque ça crée de la frustration, ça crée un malaise, et c'est vraiment pas bon, en tout cas, pour l'esprit d'équipe, pour le collectif. Et ça, je pense qu'ils ont aussi un intérêt à ce que nous, IRP, représentants du personnel, on puisse être acteurs et avoir les suivis et des indicateurs nécessaires. Parce qu'il y a effectivement la place au moment de la négociation. Après, il y a aussi la place, je le dis voilà, aussi pour les personnes qui sont en ligne, pour voilà, leur donner des idées si jamais elles en avaient besoin. Il y a aussi effectivement pendant l'information, consultation sur la politique sociale, où ça, c'est vraiment des éléments qui peuvent être demandés. Hein. Tous les éléments en lien avec la politique de rémunération font partie des prérogatives économique du CSE, et les élus seront vraiment légitimes pour aller interroger la direction sur comment ça marche, qu'est-ce qui est mis en place, demander un bilan effectivement de l'exercice passé et de ce qui a été fait. Élise, est-ce que vous avez vu au moment des entretiens que vous avez menés la place des institutions représentatives du personnel? Est-ce que c'est un sujet qui est venu un petit peu dans le cadre des entretiens? Moi, j'ai un peu cet angle mort, malheureusement, et c'est un peu un regret, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, hein, comme j'ai pris les rémunérations par les salariés et par les grandes revendications, je ne suis pas à ce niveau, effectivement, du dialogue social, et c'est pas normal, j'aurais dû, parce qu'effectivement, ça doit être, comme vous venez de le dire, un sujet de dialogue social. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, c'est quand même des sujets compliqués, parce qu'ils sont hyper techniques. Parce que les indicateurs pour les saisir sont pas toujours les bons. Voilà, une moyenne de salaire, ça va pas. Il faut prendre la médiane, il faut prendre vraiment les écarts. Et puis parce qu'il n'y a pas de consensus sur ces indicateurs. Et parce qu'il y a plein d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire que quand on négocie pour avoir une augmentation de rémunération, effectivement, c'est l'augmentation collective qui prime, mais c'est de la négo. Et quand on dit oui, mais il y a aussi cette idée que les primes, c'est une bonne idée parce que c'est de l'argent un peu moins cher pour la boîte, parce que il y a une exonération de cotisation pour certaines d'entre elles, pour certains dispositifs de rémunération, parce qu'il y a eu des dispositifs récents type prime Macron, donc on a l'impression que ça va être un peu d'argent moins cher et qu'on va pouvoir augmenter à moindre coût, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est un peu une fausse bonne idée, parce qu'au final, on l'a dit, hein, ça crée énormément de frustration, et que rien ne vaut les augmentations collectives et les primes collectives. Ça, c'est en termes de satisfaction des salariés, ça c'est évident. Justement, si on reprend un petit peu, on saisit la balle au bon sur ces éléments de rémunération parfois exonérés de cotisations sociales, il y a effectivement dans le bouquin, il est mis en évidence que parfois les syndicats peuvent être un peu partagés sur la place de la prime, puisque d'un côté, c'est un élément individuel de rémunération qui n'est pas totalement satisfaisant par rapport à effectivement des augmentations générales.
des dispositifs qui sont exonérés de cotisations sociales et qui du coup ne permettent pas de financer le modèle social, hein, qui est aussi voilà, un objectif des organisations syndicales, mais en même temps qui répond aussi aux injonctions de partage de la valeur et qui voilà, du coup peuvent être aussi une réponse intéressante pour voilà, les salariés dans les organisations. Toi, Stéphane, comment tu vous positionnez sur ce sujet? Il y a un ANI qui a été signé. Je crois qu'au niveau de la méta, il y a un accord de branche qui est en cours de négociation sur la participation et l'intéressement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Sur la négociation en cours, ça avance, ça a mis du temps. On a pris beaucoup de retard. On aurait souhaité, nous, aller beaucoup plus vite. Mais bien sûr, il faut être au moins deux pour avancer sur une négociation. Donc pour nous, on a pris beaucoup trop de retard. Ça, c'est bien dommage, puisque effectivement, il y avait déjà une obligation de mettre en place de l'épargne salariale dans les entreprises. Nous, on s'est dit, au niveau de la branche, effectivement, on va mettre en place des dispositifs du coup pour aider les petites entreprises à avoir des outils un peu clés en main de partage de la valeur. Donc ça, c'était plutôt, je pense, une bonne chose, sauf qu'elles ont déjà plutôt aussi commencé pour certaines à s'équiper puisqu'il y a l'obligation de mettre en place. Et du coup, voilà, je pense qu'on a un tout petit train de retard, mais ça, c'est mon avis. En tout cas, c'est l'avis de la fédération sur ce sujet, on l'a déjà dit. Mais pour autant, on va continuer cette négociation et il faut vraiment que... la difficulté, c'est l'écart qu'on peut avoir entre les grosses entreprises et les petites entreprises. Clairement, tous les périphériques, c'est assez énorme. Ça sert à beaucoup à l'attractivité et à la fidélisation des salariés aujourd'hui. Moi, je discute des fois avec des salariés qui me disent, moi, je suis dans une grosse boîte où je reste pas forcément parce que je m'éclate au boulot, parce que ceci, parce que cela, mais parce que j'ai de la participation qui tombe, j'ai de l'intéressement, j'ai ceci, j'ai cela, et ça change la donne. Et ça, les grosses entreprises, elles l'ont bien compris. Du coup, je pense que cette négociation de branche, ça peut rétablir un peu, en tout cas, les écarts qu'on peut avoir quand on est chez un donneur d'ordre ou quand on est sous un sous-traitant ou une toute petite entreprise. Donc là, en tout cas, ça mettra un peu plus de justice, d'égalité entre les salariés. Donc ça, c'est pour ça qu'on ira sur cette négociation. En tout cas, les primes ne doivent pas ça doit pas se substituer au salaire. Donc nous, si on dit, on n'est pas contre de dire il faut mettre des primes, on peut mettre des primes, on peut mettre l'épargne salariale, c'est du plus, mais à tout prix. L'importance pour nous, c'est que ça se substitue pas au salaire. Et c'est là où, effectivement, quand on parlait de la PPV par exemple, où c'est bien écrit que ça ne doit pas remplacer les augmentations de salaire. Après, il faut pouvoir encore le vérifier quand, de toute façon, c'est compliqué, c'est écrit, mais est-ce que quand on donne un peu de PPV, du coup, dans la négo, on obtient un peu moins de NAO effectivement, c'est pas, on n'a pas le droit de le faire, ils n'ont pas le droit de le faire, mais non, faut encore. Donc ça, en tout cas, on pense que c'est très important. Les exonérations de cotisations sociales, mais oui, ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que il faut renforcer du coup les augmentations de salaire et aller d'autant plus sur les salaires. Et l'exonération derrière, c'est quelle société on veut. Et derrière, les cotisations sociales qui ne rentrent pas, c'est aussi de la rémunération différée derrière, c'est des prestations sociales. Et derrière, s'il y a moins de cotisations, il y a moins de rentrées dans les caisses de l'État, il y a moins de protection sociale. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Donc il y a aussi cette limite entre effectivement les entreprises vont plutôt aller sur des exonérations de cotisations. Donc effectivement, en donnant un certain nombre de primes qui sont exonérées, ça coûte moins cher à l'entreprise et pour le coup, mais derrière, il faut se rendre compte de ce que ça peut avoir sur la collectivité et sur la protection sociale, sur les cotisations sociales. Et c'est un peu la limite de l'exercice, quoi. Donc être très vigilant là-dessus. On a les allégements de cotisations sociales par rapport aussi au SMIC, hein. Donc ce qu'on appelle nous les trappes à bas salaire jusqu'à 1,6 fois. Donc tout ça, c'est des dispositifs quand même qui, pour nous, tend à réduire les rémunérations ou à stagner un peu les rémunérations. Et ça, ça fait un petit moment que tout le monde dénonce ces choses-là parce que en tout cas, c'est une problématique.
Et du coup, peut-être aussi, des messages à passer pour ceux qui nous regardent aussi, qui sont en négociation, c'est de vérifier aussi les exonérations de cotisations sociales, de quoi on parle dans les entreprises, ce que ça représente comme somme, parce qu'à chaque fois que le SMIC augmente, mécaniquement, du coup, quand on est 1,6 fois le SMIC, du coup, les exonérations de cotisations sont d'autant plus importantes. Et c'est aussi peut-être des messages à passer aux entreprises que des fois les augmentations ne coûtent pas si cher que ça, puisque derrière on a fait des exonérations de cotisations sociales. Et c'est de l'argent quand même qui rentre en moins dans les caisses, encore une fois. Donc voilà, pour un premier point sur ce. Merci. Du coup, le message, c'est de dire qu'il faut parler de rémunération quand on est salarié, mais aussi quand on est effectivement représentant des salariés, effectivement de poser des questions du montant des exonérations de cotisations sociales, de savoir combien de salariés ça recouvre. Tu as raison, hein, avec l'augmentation du SMIC, on a parlé de smicardisation de la France avec des taux records de salariés au SMIC, et donc forcément les exonérations de cotisations sociales étant assises, calculées à partir du SMIC, il y a de plus en plus de salariés et de leur rémunération qui tombent dans ce contexte, et ça vaut le coup effectivement d'avoir conscience de cette drame à bas salaire, et voilà, de vraiment demander à la direction comment est-ce que la politique de rémunération elle est fabriquée, et elle est évidemment fabriquée à partir de contextes macroéconomiques comme celui-ci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Oui, donc la directive européenne, je pense qu'elle va apporter beaucoup de choses, mais elle contraint pas assez non plus, on le voit. L'offre d'emploi, on parle de fourchette de salaire. Une fourchette, c'est vite une fourche. La métallurgie. Oui, mais en ligne, ils n'entendent pas. Je pense que même en ligne, on va m'entendre. Ouais, donc voilà, c'est comment on définit la fourchette de salaire qui sera proposée dans les offres d'emploi. Et la deuxième, et là on voit aujourd'hui que sur les RH, ça peut s'affoler en 2025, c'est la relation avec l'emploi. C'est parce qu'on doit comparer des emplois. Et aujourd'hui, la problématique dans les entreprises, c'est qu'est-ce que l'emploi, comment on peut comparer un emploi à un autre et classifier les emplois. Donc on remet le système de classification dans les entreprises sur la table en disant vous avez le devoir de comparer les emplois, des emplois égaux, des rémunérations égales, et comment on définit cette structure de rémunération. Et c'est là où la directive européenne aurait pu peut-être impulser un peu plus en mettant un cadrage un peu plus poussé sur certaines définitions. Là où je rejoins beaucoup ce qui a été dit aujourd'hui, la première frustration, c'est l'opacité. Voilà. Aujourd'hui, en France, on a une opacité des salaires. Et l'opacité force à la comparaison. Voilà, c'est dans la mesure où je ne sais pas comment est construite ma rémunération, je cherche à savoir comment gagne ou ce que gagne l'autre. Et c'est là où, derrière, de la même manière, les exigences de la directive européenne pourront peut-être apporter des choses. Si je peux juste compléter. On n'entend pas en ligne. Ouais. Non, on peut passer celui-là sinon. Non, juste pour compléter ta question, c'était celle que j'avais au tout début, mais à laquelle vous avez pour partie répondu sur, sur en fait tout ce qui est culturel aussi en France et qui fait un gros frein aujourd'hui quand même à tout ce qu'on essaye de lever en termes de transparence, etc. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a plus de frustration salariale en France qu'ailleurs ?
Alors, je n'ai pas fait d'études internationales, je ne peux pas apporter d'éléments objectifs, mais j'ai quand même des pistes de réponse. La première, c'est effectivement, on a en partie répondu. Je pense que l'opacité, elle amène à une demande de plus de transparence. Et aussi, il y a cet argument qui tombe avec la directive. Pourquoi ? Parce que la directive, elle interdit les clauses de confidentialité, c'est-à-dire que ça va être un droit de discuter de ces rémunérations. On ne pourra pas reprocher aux salariés de discuter de leur rémunération. Donc ça, c'est intéressant. Il y a des pays européens, notamment nordiques, qui ont des traditions de transparence des rémunérations plus importantes que les nôtres. C'est toujours les éléments de la comparaison qui comptent, en fait. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est peut-être des plus petits pays où les catégories sont plus claires. En Norvège, ils ont un jour dans lequel ils diffusent, c'est les données fiscales de l'ensemble, et les gens vont voir leurs voisins. Et voilà, donc c'est un peu quelque chose d'assez institutionnalisé. On verra ce que ça va donner en France, effectivement, mais ce que j'ai envie de dire à ceux qui disent oui, mais ça va créer des conflits, c'est que de toute façon, la transparence, elle se fait. Elle se fait parce que c'est l'opacification des rémunérations qui amène la transparence. Et si elle ne se fait pas encadrée par la réglementation, elle se fait par des stratégies informelles au niveau micro. Donc les gens qui disent il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, mais ça fait un moment qu'elle est ouverte. Elle est ouverte à partir du moment où on a introduit des dispositifs qui viennent flouter les catégories qu'on avait réussi à mettre en place. Pourquoi ? Parce que le salaire, c'est du montant. Donc c'est important, le montant, c'est premier. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer la dimension matérialiste du salaire. Et on l'a bien dit sur les problèmes de pouvoir d'achat ou de spicardisation, ça reste premier cet élément-là. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de l'identité. C'est où je me place dans le collectif de mon entreprise. Ce collectif, il peut être au niveau de mon équipe, au niveau de mon site, au niveau de mon groupe, au niveau international. Il peut être inter-groupe sur un marché, où est-ce que je me place. Il peut être dans la vie du salarié, dans ma trajectoire, à quel moment je me place, comment je vais évoluer, etc. Donc ça renvoie aussi au collectif auquel on appartient. Et ça, c'est hyper important. Et peut-être pour répondre à ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, alors pour les personnes en ligne qui n'ont pas entendu, la question venait, enfin la remarque venait souligner le fait que les entreprises étaient en panique à l'idée de devoir transposer cette directive parce qu'il n'y avait pas effectivement de notion d'emploi bien définie et il aurait pu effectivement avoir une directive qui allait un petit peu plus loin sur les définitions de qu'est-ce qu'on retient comme définition de l'emploi. Et effectivement, la directive, elle vise une égalité de rémunération à valeur égale de travail. Et ce qui est dit, c'est que juste là, les déterminants de la valeur du travail doivent être fondés sur des critères objectifs et non sexistes. Et c'est peut-être là, effectivement, que la métallurgie, qui a revu son système de classification récemment et qui fonctionne sur un système de critères classants qui ne comprend que des critères qui sont objectifs et pas sexistes, sur le papier, il y a effectivement le fait de dire que la classe emploi, c'est bien une proxy de la valeur du travail et que donc on pourrait normalement avoir une échelle de rémunération qui serait assise sur la classe emploi. Après, effectivement, on sait que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Stéphane, sur la mise en œuvre, on s'est retrouvé avec des salariés qui étaient sur des niveaux de classification avant très étendus qui se retrouvent désormais regroupés dans un seul et même emploi, positionnés à un seul et même niveau de la grille conventionnelle, et qu'on se retrouve avec de fait des disparités. Et il va falloir effectivement se poser la question de comment est-ce qu'on détermine la grille salariale rattachée à l'organisation. Et c'est vrai que ça va être un chantier. Et comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, c'est vrai que ça va aller vite, quoi. Si l'objectif, c'est effectivement de viser un début de reporting dès le 1er mars 2026. Il reste assez peu de temps et c'est vrai que alors que dans la méta, il y a eu 18 mois pour se préparer, on a vu aussi beaucoup d'entreprises attendre les 6 derniers mois, voire les 3 derniers mois pour voir après, voire toujours pas, pour s'y mettre. Donc c'est sûr que ça va être un enjeu, quoi. Alors après, je pense que
tout le monde pourra comprendre que enfin, voilà, ça va se mettre en place progressivement, que personne s'attend à ce que tout soit d'équerre dès le 1er mars. Mais c'est vrai que ça doit être un sujet qui devrait mobiliser fortement dans les entreprises. À ce titre, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement dans les différentes informations, consultations du CSE à poser la question de comment est-ce que la direction se prépare, comment ça se passe, et vraiment de questionner la direction sur ces sujets-là, quoi, parce que le chantier est assez conséquent. Oui, bonsoir. J'avais une petite question sur l'application de cette directive, dans le sens où Business Europe, donc l'équivalent du MEDEF au niveau européen, fait pression actuellement ou ces derniers mois sur la Commission européenne, justement pour tenter de limiter le champ d'application de la directive et pour restreindre le nombre d'entreprises qui seraient concernées. Alors, la CES, la Confédération européenne des syndicats, tente de tout faire pour éviter évidemment la moindre modification en la matière, mais est-ce que vous avez un tout petit peu de visibilité ou quelques éléments sur les risques de réduction du scope des entreprises touchées, sachant qu'on peut mettre ces tentatives ou cette tentative en parallèle de ce qui a eu lieu ces derniers mois avec la CSRD, avec les directives sur le devoir de vigilance, etc. etc. De mon côté, j'ai pas d'informations sur le sujet, mais effectivement, vu le contexte, ce qui s'est passé sur le devoir de vigilance et la CRCRD, c'est un vrai risque, effectivement. Oui, j'allais dire, bon, j'ai pas de visibilité sur le lobbying européen, effectivement, mais avec ce qui s'est passé avec la CSRD, là, tout peut arriver. Mais au niveau national, j'ai l'impression que Aurore Berger s'est emparée de la directive de manière très proactive et qu'elle en fait un enjeu personnel. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tous les cas, c'est une directive qui est très investie par Aurore Berger, là, je pense. Et on peut toujours faire mieux qu'une directive de toute façon. Hein, c'est l'exemple du devoir de vigilance. La loi française, elle demeure, même si le champ d'application de la directive européenne, lui, a été réduit. Et nous, on avait l'index. Alors, avec toutes les imperfections de l'index, on est d'accord, mais le reporting de la directive vient chambouler un peu l'index. Donc, au pire, il reste l'index quand même, l'égalité professionnelle. Mais effectivement, sur le fait qu'il est toujours possible de faire mieux que la directive, a priori, c'est ce qui est prévu, puisque la directive, elle s'applique pour les entreprises de plus de 100 salariés. Pardon. A priori, le projet, c'est de s'adresser aux entreprises de plus de 50 salariés. Donc il y a effectivement une mise en application qui est plus favorable que le socle de base qui est prévu par la directive. Donc oui, après, effectivement, il resterait l'index. Voilà, on est quand même assez critique sur cet index qui distribue de très bonnes notes à de nombreuses entreprises sans réelles améliorations en termes d'égalité professionnelle. Juste pour compléter, je suis assez d'accord. Pour faire le parallèle avec la convention collective et les classifications, je disais tout à l'heure, 18 mois, on s'était justement dit, comme ça nous laisse le temps de travailler tranquillement, paritairement, encore une fois, ce qui n'a pas toujours été le cas, loin de là. Et ils ont souvent, effectivement, attendu la dernière minute pour mettre en place. Et là, c'est pareil, la directive, ça fait un moment qu'elle est là. Effectivement, on attend la transposition, mais ça n'empêche pas d'anticiper, de commencer à se mettre en place, de réfléchir à comment on va travailler paritairement aussi, avec un bon dialogue social dans les entreprises, comment on va trouver les moyens nécessaires pour mettre en place et d'avoir un petit coup d'avance. Et ça, je pense que... Alors c'est pour ça, là ça s'agite un peu, ils auraient pu commencer aussi déjà à s'agiter depuis un petit moment, à mon sens, et commencer à y travailler, même si tout n'est pas encore clair, on sait que de toute façon, on va aller dans cette direction. Et puis s'il n'y a pas de directive, si ça ne marche pas, de toute façon, il faut la transparence, et on invite les entreprises à plus de transparence dans tous les cas. Donc ça nous semble en tout cas important d'anticiper un peu les choses.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marine, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Oui, il y avait une question, mais alors qui remonte un petit peu à une intervention que tu faisais, Léna, sur, dans le cadre de l'information-consultation sur la politique sociale, vous pouvez demander des éléments de rémunération. Et la question, c'était jusqu'à quel niveau de détail on peut obtenir ces informations, et est-ce que la directive va concrètement probablement faire évoluer les choses? Alors c'est une bonne question. Pour rappel, l'information consultation, elle démarre à partir du moment où la BDESE est alimentée, qui a un certain nombre d'indicateurs qui sont prévus dans la BDESE et qui traitent des rémunérations, notamment les indicateurs qui sont rangés dans le titre 3 de la BDESE qui est relatif à l'égalité professionnelle, où là vous avez des données de rémunération par sexe, par CSP, voilà, qui doivent être détaillées. Alors après, on est effectivement pour l'instant sur des rémunérations moyennes. Ça va être une vraie question de savoir comment est-ce que l'obligation d'information et de reporting des entreprises pourra être transposée éventuellement dans aussi une plus grande information de la part des institutions représentatives du personnel, de voir à quel niveau ça va se faire, puisque comme il est prévu qu'il y ait une évaluation conjointe des écarts de rémunération dès lors que ceux-ci sont supérieurs à 5%, il va falloir poser la question de à quel niveau c'est fait. Est-ce que c'est fait avec le CSE? Est-ce que c'est fait avec une commission particulière? Est-ce que c'est fait avec les organisations syndicales? Enfin, ça va falloir un peu voir comment ça se traduit. Sur l'information consultation sur la politique sociale, à date, l'idée, c'est pas nécessairement de demander des rémunérations individuelles, puisque ça, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. La direction peut vous donner plus que ce qui est prévu dans les dispositions supplétives pour la BDESE, mais c'est déjà de discuter des principes et des process. Donc en CSE, demander un point d'information détaillé sur comment fonctionne la politique de rémunération. Déjà, commencer par où demander à votre expert, dans le cadre de l'expertise sur la politique sociale. Souvent, nous, la première intervention quand on fait dans les entreprises, on commence par lister les différentes rubriques de paye qui existent, faire un point sur la population éligible, la population effectivement bénéficiaire et les process qui permettent de passer de l'un à l'autre, les modes de calcul. Alors souvent, on tombe sur des éléments assez surprenants, où il y a des éléments de bonus qui sont négociés de gré à gré au moment de l'embauche, donc avec une totale intransparence sur qui y a accès ou pas. Mais déjà, interroger la direction sur les différents éléments de rémunération que vous pouvez voir au sein des membres du CSE. Effectivement, sortez vos bulletins de salaire, regardez les différents éléments de prime qui arrivent. Est-ce que vous êtes capable de répondre à la question de qui est éligible à la prime, qui est effectivement bénéficiaire, qui décide qui est effectivement bénéficiaire, comment la prime est calculée. Et je pense qu'il y a beaucoup de primes pour lesquelles vous n'aurez pas nécessairement la réponse, et donc ça vous fait plein de questions à poser à la direction. Oui, ça marche. Dans les éléments qui peuvent faire paniquer les DRH, je voyais sur la mise en place la publication des fourchettes de rémunération dans les recrutements. Alors, il y a des sujets d'attractivité des entreprises, d'attractivité de branches, et un des sujets qui est le salaire à l'embauche. Et on remarque que quand certaines entreprises ont du mal à recruter, elles ont tendance à augmenter la rémunération des recrutements au point de fois de mieux rémunérer un nouveau entrant qu'un salarié qui est en place. Du coup, l'obligation de publier cette rémunération, je pense que ça fait partie aussi des éléments qui font paniquer les DRH, bon, en plus de tout ce qui est les primes qui sont versées à la tête du client, mais d'avoir effectivement du coup à publier les rémunérations qu'ils embauchent, ça veut dire qu'ils vont se sentir, ou ils vont devoir répondre à des revendications de mieux rémunérer les salariés qui sont déjà en place. Et du coup, de travailler, mais là c'est peut-être du travail plus des représentants du personnel, de travailler sur les primes, mais qui du coup seraient des primes plus à l'ancienneté, ou des primes avec des éléments lisibles. Moi, je peux confirmer, ça c'est l'exemple type. C'est effectivement des problèmes à un moment donné sur, par exemple, des marchés où l'expertise intellectuelle type conseil, elle est hyper importante. Ils ont des variations d'attractivité assez importantes qui peuvent arriver sur une période de 10 ans, et ils se retrouvent avec des trous
où ils sont obligés de faire venir des gens en augmentant les salaires et en ayant des jeunes, enfin des nouveaux entrants beaucoup mieux payés que des anciens, avec paradoxalement une transparence sur les grilles, parce que dans ces métiers-là, on est junior 1, 2, 3, manager 1, 2, 3, partenaire, enfin et puis ça avance tous les 18 mois, et quand le salaire d'embauche vient bousculer l'avancement logique qui est transparent de la grille, là, ça met le bazar. Donc effectivement, ça, c'est un point clé de la directive et qui est très bien identifié comme étant problématique, ça c'est clair. Mais effectivement, c'est un point intéressant de dire que ces offres d'emploi, ça va être aussi de l'information supplémentaire pour les organisations syndicales quand il s'agit de négocier soit des augmentations de salaire, soit des primes, quoi. De dire si la valeur de marché elle est à tel endroit, vu que c'est celle que vous proposez sur une offre d'emploi, pourquoi est-ce que vous ne rémunérez pas à la valeur de marché les autres collègues qui sont là aussi dans l'entreprise, quoi. Un autre élément, à mon avis, qui me semble intéressant, et pour les salariés en tant que tels, et d'ailleurs plutôt avec un E, et pour les organisations syndicales, c'est leur capacité potentiellement à aller en justice, en tout cas une fois que la directive leur a été transposée, de façon à pouvoir contester la discrimination dont elles sont l'objet. T'évoquais, je crois, peut-être très brièvement le renversement de la charge de la preuve, mais je pense que c'est ce à quoi tu faisais allusion. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où ça devrait faciliter l'accès à la justice. À mon avis, si les organisations syndicales sont présentes et conscientes de ça, elles pourront aider des salariés un peu trop esselés. Mais donc, il y a là, me semble-t-il, une avancée vraiment intéressante et un levier intéressant vis-à-vis des entreprises. Oui, il se trouve que dans le corpus légal sur la discrimination, l'inversion de la charge de la preuve, c'est quelque chose qui existe déjà depuis 2001 dans les principes européens et qui avait été transposé dans le droit français. Mais là, le gros avantage, c'est qu'effectivement, c'était très difficile d'avoir un sentiment de discrimination. C'est-à-dire que de savoir que en tant que salarié, une personne était moins payée que son collectif, enfin que son groupe de référence. C'était extrêmement compliqué. Désormais, il existe des outils et donc cette information elle va être divulguée dans l'entreprise. Donc une fois par an, la direction devra informer les salariés qu'ils ont ils ont la possibilité d'avoir accès aux rémunérations moyennes d'un groupe de référence. Et donc c'est là où ça change. C'est que d'un coup, il y avait, je pense, beaucoup de personnes qui se posaient la question de savoir si c'était normal, pas normal. Donc c'est ce qui est dit dans le bouquin, d'absence de point de comparaison. Et d'un coup, effectivement, les données seront là et effectivement, le recours à la justice, il est facilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne sur le chat? Non. Ah. Juste un instant. Une question sur... alors, oui, je pense que ça doit peut-être faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure sur les questions de classification et d'échelle de salaire. Qu'appelle-t-on groupe de référence, groupe d'emploi? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, ce que dit la directive, c'est qu'on parle vraiment de rémunération égale à valeur égale de travail. Donc, toute la question, ça va être effectivement de définir quels sont les emplois de valeur comparable, sachant que les critères qui doivent être mis en place pour déterminer la valeur des emplois doivent être des critères objectifs et non sexistes. Donc, parmi les critères objectifs et non sexistes, il y a effectivement les diplômes, l'ancienneté. Et après, il y a deux possibilités. Soit l'entreprise décide d'appliquer le système conventionnel de grille de classification qui vise, dont l'objectif même est l'ordonnancement des emplois. C'est le principe d'un système de classification. Soit l'entreprise décidera de ne pas aller là-dessus et elle devra effectivement mettre en place la comparaison des emplois les uns avec les autres en disant est-ce que là c'est une valeur égale, est-ce que c'est une valeur différente.
Et voilà, donc ce que dit la directive, c'est vraiment sur des critères, le principe que ça doit être des critères objectifs et non sexistes, mais après, effectivement, il n'y a pas de définition plus précise de qu'est-ce qu'on range dedans, qu'est-ce qu'on range pas dedans, donc ça va être vraiment à l'épreuve au moment des déploiements qu'on va voir, et qu'il y aura peut-être aussi des combats juridiques pour contester des méthodologies qui sont mises en place par certaines entreprises. Enfin, voilà, ça va être, là, on a la théorie, et après, on va voir effectivement comment ça va être appliqué. Peut-être si on approche de la conclusion, je regarde l'heure, voilà, on tient bien le timing. Si on reprend un peu ce qu'on a dit sur la question de cette grille de rémunération qui va être définie, la nécessité effectivement d'avoir les organisations syndicales en appui pour aller sur des questions de principe, de modalité d'application des éléments variables de rémunération. Peut-être aussi sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, où là on a parlé de cette directive qui a vraiment pour objectif de réduire les écarts de rémunération à valeur donnée de travail, donc c'est les 7% auxquels on faisait référence tout à l'heure. Mais en fait, quand on ajoute les différences sociodémographiques entre femmes et hommes, on arrive au niveau macroéconomique à effectivement des écarts de rémunération qui sont plus proches des 25%. Donc ça, il y a aussi cette question au niveau des organisations syndicales sur au-delà de cette négociation sur les rémunérations, de prendre aussi des mesures qui visent à favoriser les parcours des salariés, des femmes dans l'entreprise pour essayer de s'attaquer à la question des parois de verre, donc de métiers qui sont non mixtes dans l'entreprise, mais aussi des plafonds de verre, donc de comment est-ce que on peut favoriser les parcours des femmes dans l'entreprise et qu'elles puissent accéder aux plus hautes rémunérations. Sur ces questions d'égalité professionnelle, Stéphane, est-ce que toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu vois passer? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a peut-être une acculturation plus forte qui va peut-être s'accentuer justement avec l'arrivée de cette directive? Est-ce que, en termes de sensibilisation? Bon, en tout cas, on est très actifs sur ces questions-là et en termes de sensibilisation, de montrer les écarts qui peuvent être effectivement entre les hommes et les femmes. Je pense que globalement, ça c'est intégré au moins dans l'esprit des salariés et on sait que c'est un véritable problème. Alors moi, franchement, je pense que du coup cette directive, ça va nous aider. Nous, le boulot qu'on va avoir derrière à faire, c'est de faire connaître les droits, parce que c'est toujours bien effectivement de mettre des choses en place. Maintenant, il faut que les salariés s'accaparent le sujet. De les accompagner, de les former, de leur faire comprendre les enjeux qu'il y a derrière et les intérêts qu'ils peuvent avoir derrière. Et ça, c'est tout le boulot, je pense, qui nous reste à faire, nous, une fois que ce sera mis en place. Il y aura aussi la hauteur, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi la hauteur des pénalités. Je pense que ce sera aussi un vrai sujet pour contraindre un peu les entreprises, parce que nous, même si on est dans les entreprises, on n'est pas dans toutes les entreprises. Là où il y a des organisations syndicales, je pense que nous, en tout cas, en termes d'accompagnement et de formation, on sera au rendez-vous, il n'y a pas de sujet. Mais il va falloir effectivement être toujours derrière pour vérifier que... on a parlé de l'index égalité, on a le constat qu'effectivement, sur le papier, c'était bien, et puis... quand on voit les travers de cet index, clairement, c'est pas du tout à la hauteur. Et du coup, en tout cas, on espère que on va faire un bond en avant par rapport à ça, mais encore faut-il que derrière, qu'on le respecte, qu'on le fasse, qu'on l'applique et qu'on soit nous là derrière. Est-ce qu'il reste des questions dans la salle? Non. Bon, c'est peut-être qu'on a répondu
à l'ensemble des interrogations. Voilà. Il me reste à remercier tout le monde d'avoir participé à cette rencontre. Merci beaucoup Élise. Je rappelle le nom de votre livre qu'on partagera, qui est vraiment très bien. Donc, La frustration salariale, à quoi servent les primes. Merci Stéphane aussi d'avoir apporté ta vision du terrain qui est assez précieuse et d'avoir toujours ce regard affûté sur les pratiques des entreprises qui permettent effectivement de faire progresser les droits des salariés. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tout le monde dans la salle et aussi à distance. Et très bonne soirée.